Bonjour, bonjour. Alors, on attend 2 minutes et on commence. Bonjour. Bonjour. Euh, on va parler aujourd'hui de défibrillateur de chez Abbott. Alors, est-ce que j'ai un interlocuteur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent d'intervenir? Est-ce que ma cible de la semaine dernière est là? Monsieur Delplanque. Est-ce que quelqu'un se sent d'interpréter les tracés? Ou est-ce que je le fais moi-même? Quelqu'un? Monsieur Bastien, vous qui avez laissé votre micro Je... allumé. Ouais, je sais pas si on m'entend, mais Ouais, je on le vous coupe. entend. D'accord. On vous entend. Vous vous sentez d'être d'aller tracer? On peut essayer. Allez, on peut essayer. Donc, on va parler des spécificités de Abbott, des défibrillateurs. Que vous compreniez, il y a quelques bases, c'est très particulier, Abbott. Le fonctionnement des défibrillateurs, il est très particulier. On va aller direct sur un tracé. Donc, ça, c'est un épisode qui est classé FV. C'est un épisode qui est non soutenu, vous voyez, c'est marqué. Défibrillation abandonnée. Ça veut dire qu'il y a eu une charge des condensateurs, mais que le choc n'a pas été délivré. Donc, on va voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le tracé d'abord, au départ? Donc, c'est un défibrillateur simple chambre. On a du VS, Ouais. Donc, vous voyez, on a Hysteresis. on va décrire un peu ce qu'on a là. Donc, ampli détection, ça, c'est la détection bipolaire, c'est ce que voit le bout de sonde. Discrimination, c'est quoi, discrimination? C'est le canal Farfield, tout ça. C'est pas le même. Ouais. Exactement, c'est le canal, là, en l'occurrence, qui est programmé entre le coil et le boîtier. Et on verra, vous voyez, et il y a, ça c'est vraiment une révolution dans les défibrillateurs pour Abbott, c'est que vous avez un marqueur sur les QRS qui correspond à ce canal de discrimination. On va y revenir après, c'est le marqueur VS2 que vous voyez là. On ne va pas en parler sur ce tracé, mais on verra après. En dessous, vous avez les marqueurs, donc VS, VS. Donc ça là, c'est par rapport à ce signal-là. Donc, c'est sur ce signal-là que se fait la détection bipolaire, et vous avez les analyses. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en dessous, vous voyez là, ce que vous avez en gras, ici, c'est les périodes réfractaires. Quand je détecte un ventricule, j'ai un blanking ici pour ne pas détecter deux fois le ventricule. Donc, ce que vous voyez en gras là, c'est la période de blanking. Ça, c'est utile pour, des fois pour la compréhension des tracés. Alors, ce qui est très important de comprendre, hop, vous voyez toujours mon tracé là? Oui. Ouais. Alors, excusez-moi, je range un peu tout ça et j'y vais. Hop, hop, hop et hop. Alors, hop, alors. Je vous entends plus, hein. J'ai coupé le son. Ça y est. Ah, Vous entendez? ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce battement ici là? Il y a certainement une extrasystole ou Ouais, très probablement une extrasystole. Qu'est-ce que c'est ce marqueur là ici? il est pas vu. Enfin, ou il est pas. Il n'est pas quoi? Ouais. Est-ce qu'il est vu? S'il y a un Si, marqueur, il est c'est vu. qu'il est vu. Ça, c'est la base de la base de la base du fonctionnement du défibrillateur de chez Abbott. C'est-à-dire que pour les autres marques, hein, vous voyez, là, on fait l'analyse d'un cycle en fonction de la fréquence et de la rapidité du cycle. Quand un cycle est très rapide, il est classé en zone de FV. Quand il est un peu moins rapide, il est classé en zone de TV. Et quand il est lent, il est classé VS. Ça, c'est pour les autres marques. Pour chez Abbott, en permanence,
quand on analyse un cycle, par exemple, quand on analyse ce cycle-là, donc là, il y a une extrasystole, donc il l'a vu. Il va analyser le cycle en cours et il va dire, voilà, vous êtes d'accord, ça c'est un cycle court, parce que ça va vite. On est d'accord? Mm. Donc ça correspond à une zone de tachycardie. Mais sur tous les cycles, pour les classer, et vous allez comprendre quand on va regarder d'autres, la suite du tracé. Pour tous les cycles, il va analyser le cycle en cours, mais il va aussi analyser la moyenne des 4 cycles qui précèdent, c'est-à-dire la moyenne de ça, plus ça. Et il va dire, si je fais la moyenne sur les 4, je suis lent. Voilà, la moyenne des 4 n'est pas rapide. On est d'accord? Si je fais 758 plus 742 plus 734 plus 301 divisé par 4, on n'est pas dans une zone de tachycardie. Est-ce que c'est clair? Et donc, il dit, l'intervalle en cours est en zone de tachycardie, mais la moyenne des 4 n'est pas en zone de tachycardie. Et donc, il y a une discordance entre les deux. Et du coup, je mets un trait. Le trait, ça veut dire que je ne classe pas ce cycle ni dans une zone de tachycardie, ni en VS. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il y a discordance entre les deux. Je vais vous montrer la suite du tracé et vous allez comprendre. Donc, ça continue. Une extra, une deuxième, une extra. Et d'un coup, vous avez le démarrage d'une tachycardie. On est d'accord? Au démarrage de la tachycardie, il dit, j'ai un cycle court, mais la moyenne des 4 précédents est encore lente. Voilà, c'est pas encore. Voilà, quand je prends la moyenne de mes 4 intervalles, je ne suis pas dans une zone de tachycardie. Il y a donc discordance. Il y a toujours discordance quand je fais la moyenne des 4. Encore. Et ce cycle-là va être classé F parce que le cycle en cours est rapide et la moyenne des 4, quand je dis des 4 précédents, ça inclut le dernier, 1, 2, 3, 4. La moyenne de ces 4 cycles est également rapide. Donc là, j'ai une concordance, j'ai un cycle en cours rapide, la moyenne des 4 qui est rapide. Donc, je classe ce cycle en zone de tachycardie. Est-ce que c'est clair? L'erreur, parfois, c'est de dire, ah, mais s'il y a un trait, c'est qu'il ne l'a pas vu. Alors, s'il a un marqueur, c'est qu'il l'a vu. On dit aussi, il ne l'a pas classé. Mais si, il le classe en transition. Il dit, voilà, là, je suis en transition entre une zone lente et une zone rapide. J'ai le cycle en cours qui est rapide, la moyenne des 4 qui est lente. OK? Donc, quelque part, je ne classe pas, je mets ce trait, je trait. Maintenant, j'ai une concordance. Et donc, voilà. Est-ce que c'est clair, ça? Oui Ouais. ou non? Oui. Donc, ça, c'est la première chose qui est centrale à avoir compris. Voilà. À avoir compris dans le fonctionnement de chez Abbott. Parce que ça, c'est fondamentalement différent. Tous les cycles sont analysés en permanence en analysant le cycle en cours versus la moyenne des 4 précédents. Voilà. Là, pendant une tachycardie, vous avez voilà, que des cycles qui sont élevés. Alors, comment marchent les compteurs après? Ce qui est très particulier aussi chez Abbott, c'est que, vous voyez, chez Medtronic, si vous vous souvenez, on programmait 30 sur 40. 30 cycles rapides sur 40 en zone de EV. Là, c'est différent. On va programmer un nombre de cycles. Et on va dire, j'ai un compteur, et je vais vous expliquer sur les tracés d'après comment fonctionnent ces compteurs, mais j'ai un compteur et je vais avoir mon compteur qui va se remplir progressivement. Si je prends mon compteur de FV, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, ce qui avait été programmé chez ce patient, c'est en zone de FV, 12 cycles en détection initiale. Pour remplir le compteur de FV, il fallait avoir 12 cycles. À partir de là, il vous met le marqueur FV, puisqu'il a détecté une FV. Le premier traitement que vous avez chez ce patient en zone de FV, c'est un choc électrique. Et donc, vous avez les étoiles qui apparaissent. Les étoiles ici qui correspondent à la charge des condensateurs. Pendant que ça charge, vous avez les marqueurs. Si vous regardez bien votre tracé, donc vous avez 12 cycles, et puis au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cycles pendant la charge, il se réduit spontanément. C'est pour ça que le choc électrique n'a pas été délivré. Et au bout de 1, 2, 3 cycles consécutifs, ça aussi c'est un autre compteur que l'on programme, c'est au bout de combien de cycles il considère que l'épisode est terminé. Il dit au bout de 3 cycles VS, j'ai un retour sinusal. Du coup, il dit voilà, l'épisode s'est arrêté. Alors il s'est arrêté là, mais lui, il faut que, avant d'avoir le diagnostic de fin d'épisode, il faut qu'il en ait 3 consécutifs classés retour sinusal. Ça, c'est programmable, ça peut être 3, 5 ou 7. Si vous programmez 3, vous aurez des retours sinusaux beaucoup plus rapides, si vous voulez. Et donc là, vous avez une réduction de l'épisode et le choc n'est pas délivré, il interrompt sa charge. Est-ce que c'est clair? Si je résume, très important,
vous avez pour chaque cycle une analyse permanente du cycle en cours versus les 4 précédents. Si le cycle en cours est rapide et la moyenne est lente, alors c'est discordant et c'est un trait. Si le cycle en cours est rapide et la moyenne des 4 est rapide, alors c'est F. Si le cycle en cours est lent alors que la moyenne des 4 précédentes est lente, c'est également VS. C'est clair pour tout le monde? Et vous programmez un compteur de retour sinusal où vous allez dire au bout de 3 VS consécutifs, c'est la fin de l'épisode. Donc, ça, c'est pour le fonctionnement des défibrillateurs à botte. Ce tracé, il montre aussi une chose, c'est que ce qui a changé fondamentalement dans les nouvelles recommandations, c'est qu'aujourd'hui, on demande beaucoup plus de cycles. Là, c'était 12, ça c'était les programmations d'il y a quelques années. On demande beaucoup plus de cycles avant de compléter, de façon à éviter, si vous voulez, de traiter trop tôt les épisodes et surtout de charger trop tôt. Parce qu'une charge des condensateurs, ça va consommer une vingtaine de jours de durée de vie de l'appareil. Donc, si vous faites 10 charges, ben, c'est 200 jours, c'est presque un an, quoi. Vous voyez. Donc, il faut éviter autant que possible les charges quand vous avez un appareil, quand vous avez des épisodes qui se réduisent tout seuls. Si vous aviez dit, voilà, par exemple, je veux 30 cycles en détection initiale, ce qui est aujourd'hui recommandé voilà, en première intention, ben, au bout de 18, il se serait réduit et vous n'auriez pas commencé la charge des condensateurs. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour tout le monde? Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Super. Autre tracé, c'est le même patient et qui a de nouveau un épisode non soutenu. Et là, vous voyez, donc c'est la même chose. Hein. On voit clairement VS, 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 une extra, une extra. On a changé la programmation. Le début de la tachycardie. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4. Les premiers cycles sont non classés ou sont classés en transition, si vous préférez, parce qu'il y a une discordance. Le cycle est court, mais la moyenne des 4 précédents est lente. Alors que là, on a une concordance. On a donc le cycle est cassé F. Okay, on a modifié la programmation et tout à l'heure, vous voyez, au bout de 12, on aurait, on aurait commencé la charge. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si je n'avais pas modifié la programmation, ici, là, il aurait commencé la charge des condensateurs. Aujourd'hui, on a allongé le nombre de cycles initial et il se réduit quelques cycles après. Et on économise la charge. Là, la charge ne débute pas parce qu'il s'est réduit et donc il n'y a pas besoin de charger les condensateurs. C'est clair ça pour tout le monde? On continue. Autre tracé. C'est toujours le même patient. Et cette fois, il va avoir un épisode soutenu. Donc voilà, c'est la nouvelle programmation. Même arythmie. Au début, discordance. Là, on a effectivement un cycle classé F. J'ai augmenté mes compteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, on arrive jusqu'à 30. À 30, je commence la charge des condensateurs. L'arythmie, c'est manifestement une EFV, hein, là, vraiment très polymorphe, très rapide. On arrive au bout de la charge. Au bout de la charge, on fait son choc électrique. Ça marche. Un premier cycle stimulé parce que le patient n'a pas de rythme spontané après le choc. Un deuxième, un troisième. Et ici, vous avez le marqueur de retour sinusal parce que vous avez eu 3 cycles consécutifs, soit V, soit V-pace. Donc, ça marque la fin de l'épisode. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça, c'est très important de l'avoir compris. C'est les bases vraiment du fonctionnement du défibrillateur de chez Abbott. Voilà. Ne pas penser que ce trait... Là, vous avez un trait parce que le cycle en cours est long, mais la moyenne des 4 est rapide. Donc, il y a discordance entre les deux. Hein. Et du coup, il ne classe pas. Il dit c'est en transition entre un cycle rapide et un cycle lent. Alors que là, au départ, vous aviez un trait parce que le cycle en cours à l'inverse était rapide, mais la moyenne des 4 était lente. Donc, vous étiez en transition entre lent vers rapide. Ici, transition de rapide vers lent. Donc, trait. Clair pour tout le monde? Bien. Je continue. Alors, à quoi ça sert, si vous voulez, d'avoir ce compteur-là? Quel est l'intérêt de ce marqueur avec les traits? L'idée, c'était de dire, attention, des fois, dans un épisode de FEV, je peux avoir de la sous-détection. Si j'ai de la sous-détection, pendant ma tachycardie, je vais avoir des cycles plus longs, puisqu'il y en a que je ne vois pas. Du coup, je vais avoir potentiellement des cycles classés VS. Et du coup, attention, parce que si je sous-détecte un épisode de FV et que j'ai des marqueurs VS, ben l'appareil peut dire, ah ben tiens,
il peut se tromper et dire c'est la fin de l'épisode. Du coup, je ne choque pas et c'est la catastrophe, évidemment. La base de la base d'un défibrillateur, c'est de choquer les fibrillations ventriculaires. Si ça ne fait pas ça, ça ne marche pas bien, si vous voulez. Donc, si il y a une fausse réduction parce qu'il y a la sous-détection, eh bien, ça peut être embêtant. Et vous voyez cet épisode-là de FV. En voilà un autre. Donc, au début, vous avez vos traits. Vous voyez, une fois que vous avez compris, après, c'est toujours pareil. Hein. Là, je suis VS parce que mon cycle en cours est lent et la moyenne des 4 précédentes est lente aussi. Là, je suis trait parce que mon cycle en cours est rapide et la moyenne des 4 précédentes est lente. Là, je suis F parce que mon cycle en cours est rapide et la moyenne des 4 est également rapide. Mais vous voyez, pendant la tachycardie, à un moment donné, vous avez de la sous-détection. Et donc, vous avez de la sous-détection et vous avez effectivement des cycles longs. Vous avez un cycle long, mais la moyenne des 4 reste rapide. Et du coup, vous n'avez pas de marqueur VS. Vous avez un marqueur trait. Et ça, le marqueur trait, ça ne compte pas pour le diagnostic de retour sinusal. Donc, vous avez beaucoup moins de risques avec ce système d'avoir des marqueurs VS parce qu'il faut vraiment que vous ayez de la sous-détection très prolongée pour que la moyenne des 4 soit lente. Dites-moi si ce n'est pas clair. Hein. Mais en gros, ça vous protège. Vous voyez, là, vous avez de la sous-détection et pourtant, vous avez juste un marqueur trait. Si on continue, vous avez encore de la sous-détection, vous voyez, un post-choc ici, mais vous n'avez pas de marqueur VS. Et donc, vous n'avez pas de risque de faux diagnostic de retour sinusal en cas de sous-détection. C'est pour ça que ça a été créé, cette façon de penser, de toujours rapporter le cycle en cours par rapport à la moyenne des 4, de façon à ce que quand il y ait de la sous-détection en FV, quand il y a la sous-détection, il n'y aura pas de marqueur VS tout de suite. Il y aura d'abord un trait, puis un autre, et éventuellement, après, il y aura un marqueur VS. Évidemment, s'il ne voit rien, au bout d'un moment, il va vous dire qu'il verra du VS. Mais si vous avez un peu de sous-détection comme là, vous n'avez pas de risque que l'appareil dise faux diagnostic de retour sinusal, fin de l'épisode, et donc je ne délivre pas. Ce qui est le scénario, évidemment, le pire chez un patient porteur d'un défibrillateur. Ça a été pensé comme ça. Monsieur Bordachar, moi j'ai quand même une Oui, petite question. oui, Juste sur le cas précédent, je veux dire, à partir du moment où il y a le trait, oui. est-ce que du coup il recommence les compteurs pour pouvoir... Non. parce que En du coup, gros, entre le moment où il y a le voilà trait et le quoi. moment du choc, il y a quand même un... Non, je vais vous expliquer comment ça marche. Ces traits-là, au départ, ils retardent un peu le diagnostic parce que cela, ils n'implémentent pas le compteur de FV. Vous voyez. Chez les autres, vous auriez déjà un marqueur F, F, F ici. Bon, mais là, vous avez les 3 premiers cycles, effectivement, qui retardent un peu la détection initiale. Le compteur, ça se passe comme ça. Vous dites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, vous arrivez, vous avez complété votre compteur ici. À partir de là, il charge les condensateurs. Le fait que vous ayez un trait pendant la charge, ça n'annule pas la charge. La charge, elle continue, elle continue, elle continue, elle continue jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? La charge, elle Oui. continue. Tant que vous n'avez pas de diagnostic formel de retour sinusal, il n'arrête pas sa charge. Ça ne retarde pas sa charge. Vous voyez, il n'a pas besoin, même s'il y avait un marqueur VS ici, hein, il continuerait sa charge tant que le critère de retour sinusal n'est pas rempli. D'accord? Donc là, ça n'a rien retardé du tout, pour le coup. Ça, ce cycle-là, oui, vous voyez, après, en redétection ou en détection, si vous avez des traits pendant la détection, mais forcément, ça retarde un peu. Quoi. Mais il n'y a pas de menace de faux diagnostic de retour sinusal. C'est clair? Oui. Alors, pour que vous compreniez, là, vous avez un épisode qui est classé TV2. Comment marchent les compteurs? Vous voyez, là, vous avez au départ. C'est toujours pareil. Hein. Au départ, il est lent. Enfin, il n'est pas très lent, mais enfin, il n'est pas en tachycardie, on va dire. Il est classé VS, VS, VS. Puis, vous avez un début de tachycardie. Tachycardie monomorphe, organisée, rapide. Le premier cycle est classé en transition parce que le cycle en cours est rapide, mais la moyenne des 4 est lente. Le deuxième aussi, le troisième, voilà. Là, j'ai un premier cycle qui est classé F parce que le cycle en cours est rapide et la moyenne des 4 est précédente. Si je prends maintenant mes compteurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que les compteurs de FV et les compteurs de TV, ils fonctionnent indépendamment et en parallèle. Si je prends mon compteur de FV et je dis, voilà, je veux 30 cycles pour qu'il soit complété. Et partons du principe qu'en TV2, je dis, je veux aussi 30 cycles. Mon compteur de FV, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un cycle TV2 ne modifie pas le compteur de FV. C'est-à-dire que vous êtes à 12 là, vous restez à 12, vous restez à 12, vous restez à 12, vous restez à 12 tout le temps en fait. Si vous prenez votre compteur de TV2 maintenant,
les cycles FV ne modifient pas le compteur de TV2. Donc, le compteur de TV2, il est à 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez, et vous arrivez ici à 30. Donc, le premier compteur qui est rempli a gagné. En l'occurrence, là, j'ai un compteur de TV2 qui est rempli parce que j'ai eu 30 cycles de TV2, donc j'ai rempli mon compteur, alors que je suis resté à 12 de FV, je n'ai pas rempli mon compteur de FV, et donc j'ai un diagnostic de TV2 et je le traite comme ça. Voilà. Ça aussi, à avoir en tête que voilà, chez Abbott, les compteurs n'interfèrent pas les uns avec les autres. C'est-à-dire le compteur de TV2 ne décrémente pas le compteur de FV, le compteur de FV n'incrémente pas le compteur de TV2. Les deux sont complètement indépendants. C'est clair ça pour tout le monde? Vous voyez, ATP, 1, 2, 3, VS consécutif, diagnostic de retour sinusal. Là, c'est un épisode qui est marqué non soutenu. Même chose, rythme normal, VS. Premier cycle rapide, discordant. Là encore, c'est rapide, mais c'est à la limite. Vous voyez, vous êtes à 400 millisecondes, vous êtes à la limite de la zone de tachycardie. Donc au départ, le compteur ne s'incrémente pas, puis ça s'accélère un peu. Et donc là, vous voyez comment ça va fonctionner. Là, vous avez programmé 2 zones de TV et une zone de FV. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois de plus, les compteurs s'incrémentent en parallèle. Là, vous êtes classé T1. Donc votre capteur de TV1, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. TV2, ça ne le modifie pas. Donc il reste à 6 le T1. 6, 7, 8. Vous comprenez comment ça fonctionne, hein? C'est voilà. Même, ils n'avaient pas besoin d'avoir des cycles consécutifs. Donc là, le compteur de TV1, il reste à 8. Si vous prenez le compteur de TV2, le compteur de TV2, il est à 0. Là, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, 14, 15, 16. Vous ne l'avez pas rempli non plus. Donc, le TV1 est à 8. Le compteur de TV2 est à, je ne sais plus à combien, à 16 et il n'est pas rempli. Le compteur de FV, il est à 1, 2. Vous n'avez pas besoin qu'il soit consécutif. C'est ça que je veux dire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous n'arrivez pas à 30, donc vous ne l'avez pas rempli non plus. Ce que je veux dire, c'est que comme ça fonctionne en parallèle, les compteurs. Si vous avez une tachycardie qui est un peu irrégulière et qui oscille entre la zone de FV, la zone de TV2, la zone de TV1, voilà, quand vous avez des variations de fréquence, mais ça retarde, si vous voulez, les 3 compteurs, en fait. Et vous pouvez très bien avoir, comme ici, quelque chose qui est non soutenu, alors que ça dure quand même depuis un certain temps. Vous voyez, votre tachycardie, elle dure relativement longtemps, mais elle dure longtemps, elle n'est pas traitée. Et tant mieux, hein, en l'occurrence, tant mieux que ce patient ne soit pas traité, parce que vous avez une concurrence entre les différents compteurs, et donc, aucun des 3 compteurs n'est rempli. Voilà. Il y a si vous voulez d'autres marques, par exemple chez Boston, le marqueur F implémente à la fois la zone de FV, mais aussi le TV2 et le TV1. Donc, chez Boston, par exemple, vous diriez, mon compteur de TV1, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous ai dit, le TV2 incrémente au-dessus chez Boston le compteur de TV1. Donc, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chaque cycle rapide implémente le compteur de TV1. Donc, vous arrivez beaucoup plus tôt à un diagnostic que chez Abbott, où là, vraiment, les trucs sont complètement en parallèle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Ça aussi, voilà, je suis obligé de passer un peu de temps là-dessus, parce que pour comprendre comment ça fonctionne, il faut vraiment avoir ces notions de base, voilà, du fonctionnement de chez Abbott. Chez Abbott, chaque cycle est analysé par rapport au cycle en cours et par rapport à la moyenne des 4 précédentes. Ça, c'est central. Ce qui explique qu'en début de tachycardie, vous avez toujours, voilà, des cycles qui sont pratiquement toujours, en tout cas, qu'on va considérer comme non classés ou classés en transition. Parfois, en fin de tachycardie, vous avez un cycle ou 2 qui sont aussi en transition parce que le cycle en cours est lent alors que les autres sont rapides. Première chose. Deuxième chose, vous pouvez programmer 3 zones, TV1, TV2, FV. Et il faut avoir en tête que ces compteurs fonctionnent de façon indépendante. Un cycle rapide n'incrémente pas la zone plus lente. Voilà. Donc, c'est indépendant. Et c'est le premier qui arrive au bout. Vous n'avez pas besoin d'avoir des cycles consécutifs. Et ensuite, vous avez un autre compteur qui est programmable, qui est le compteur de retour sinusal. Vous allez pouvoir programmer sur 3, 5 ou 7.
Et ça, c'est le nombre de cycles consécutifs qu'il faut, pour le coup, soit VS, soit VPace. Et là, il va dire c'est la fin de l'épisode. Généralement, nous, on programme sur 3. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous voyez, par exemple, ça peut avoir des effets délétères. Parce que votre compteur de retour sinusal, il est programmé sur 3. Donc, si vous prenez votre compteur de TV2, à partant du principe que là, on part de 0, mais si, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais si voilà, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici, vous voyez, c'est des TV non soutenus. Vous avez un cycle qui est cassé VS, puis un deuxième VS. Je vous ai dit, le compteur de retour sinusal, il faut 3 cycles plus ou moins consécutifs classés VS. Si vous reprenez votre compteur TV2, le compteur TV2, il est remis à 0 si vous avez eu votre critère de retour sinusal. Donc, si vous avez eu vos 3 cycles. Par contre, si vous n'en avez que 2, comme là, cycle VS, ça ne remet pas à 0. Donc, si vous prenez votre compteur de TV2, vous êtes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ne remet pas à 0. Ça ne remet pas à 0. Je n'ai pas eu 3 cycles consécutifs VS. Donc, par contre, le compteur de retour sinusal, si vous avez de nouveau un cycle rapide, lui, il revient à 0. Le compteur de TV2, vous étiez à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une fois de plus, un VS, un deuxième, mais mon compteur de retour sinusal n'est pas rempli puisqu'il m'en faut 3, il n'y en a que 2. Un cycle T2 remet à 0 le contour de retour sinusal. Par contre, je ne sais plus à combien j'étais, mais si j'étais à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, même chose. Voilà, 20, 21, 22, admettons qu'on arrive à un compteur à 30, et donc je traite. Est-ce que c'est clair? Une fois que j'ai traité, ça a marché. 1, 2, 3. Là, j'ai 3 cycles consécutifs VS. Donc, j'ai mon diagnostic de retour sinusal. Et là, tous mes compteurs reviennent à 0. Mais quand vous avez des TV non soutenus, ce fonctionnement de compteur qui s'incrémente comme ça, et qui n'est remis à 0 que si le compteur de retour sinusal est rempli, ben, vous avez un risque accru par rapport aux autres de traiter des TV non soutenus. Si vous avez des TV non soutenus incessantes, c'est-à-dire ça se réduit, ça se réduit, et le temps entre les deux TV non soutenus est relativement court, et donc le critère de retour sinusal n'est pas vérifié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ces trois-là, alors eh bien, vous allez avoir compteurs qui vont s'incrémenter et vous allez avoir des thérapies qui finalement ne servent à rien parce que lui, la solution chez lui, c'était surtout de ne pas traiter ces TV non soutenus puisqu'il en faisait de façon incessante. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, bien. Alors, on continue. Qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? C'est un vieux tracé, c'est un vieil appareil. Qu'est-ce que vous me dites là-dessus? Les signaux sont très amples. Oui, Ça fait pas physiologique. ils ne sont pas physiologiques, on va penser que c'est du bruit. On est d'accord? Hmm. Oui. Oui, vous avez, ça c'est un vieil appareil, hein, mais vous avez vos cycles VS, 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 et là vous avez des trucs très très rapides, effectivement très amples, voilà, qui viennent, voilà. Ça c'est un problème de dysfonction de sonde, ok? C'est, voilà. Et effectivement pas de VS2 car ancien appareil, ok? Alors ça c'est une petite révolution aussi, ce que je vais vous montrer là. Alors, donc ça, voilà, c'était problématique parce qu'il y avait tout un tas de patients qui prenaient des thérapies inappropriées. Petite révolution, vous avez ce marqueur ici, bruit de sonde V. Alors ça, c'est récent, mais c'est pas si récent que ça non plus. C'est un appareil. Maintenant, ça a été changé. Je vais vous montrer tout à l'heure comment. Voilà, le titre. Vous allez voir ce type d'épisode qui est enregistré. C'est par rapport à l'algorithme SecureSense. Vous avez un marqueur VS2, je vous ai montré tout à l'heure. Alors, si on revient sur ce tracé, quand vous avez une tachycardie, une vraie, une EFV, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir votre compteur ici de détection qui va s'implémenter avec des cycles classés F. Quand vous allez regarder votre canal de discrimination, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est l'algorithme SecureSense qui permet aujourd'hui de faire ça. Quand vous analysez votre canal de discrimination et votre algorithme SecureSense, dans le canal de discrimination, vous avez aussi de multiples cycles qui sont détectés et qui sont classés VS2. 2, ça ne veut pas dire qu'il y en a 2, ça veut dire que c'est détecté dans le deuxième canal de détection. Mais en gros, lors d'une tachycardie, vous avez une concordance entre
une tachycardie dans le canal de détection bipolaire et une tachycardie dans le canal de discrimination, puisque vous êtes rapide, donc vous êtes rapide dans les deux canaux. Dans les problèmes de rupture de sonde, très souvent, on a une discordance entre les deux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà un autre épisode de bruit. D'accord? Et quand vous regardez, lui, il surdétecte au niveau de sa sonde ventriculaire droite du bruit. Donc, vous avez des cycles qui sont classés F, 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 F. OK. En revanche, le canal de bruit, de discrimination, le far field, imaginons que ce patient ait cassé son électrode distale. Vous voyez, la détection elle se fait en bipolaire. Donc, vous avez un problème de sonde. Vous avez cassé votre électrode distale. Et donc là, comme vous avez cassé votre électrode distale, vous allez avoir du bruit sur cette sonde. Et donc, vous allez avoir ce bruit-là qui est surdétecté, classique d'une dysfonction de sonde. Votre canal de discrimination, si vous avez cassé l'électrode distale, lui, il fait sa détection entre le coil et le boîtier. Et donc, ça n'utilise pas l'électrode distale. Alors, il y a des subtilités, je vais vous donner juste les grandes bases de compréhension. Ça n'utilise pas l'électrode distale. Et donc, dans ce canal-là, il n'y a pas de bruit. Et donc, qu'est-ce que l'on a? On a une tachycardie ici, alors que dans le canal de discrimination, on n'a pas de tachycardie, parce que lui ne détecte pas de bruit. À partir de là, c'est comme ça qu'il va baser son diagnostic de bruit sur sonde. Si vous avez une vraie tachycardie, il y aura une tachycardie dans le canal de discrimination et une tachycardie dans le canal de détection. Si vous avez une dysfonction de sonde à la phase initiale, on va dire, quand vous avez cassé votre électrode distale, par exemple, ou proximale, votre canal de bruit va rester propre. Donc, il n'y aura pas ici sur la discrimination de tachycardie, alors que vous aurez des fausses tachycardies ici. Et c'est cette dissociation entre les deux, cette discordance entre les deux, qui lui fait faire le diagnostic de bruit sur sonde. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Et donc là, c'est très important comme algorithme, parce que là, il va dire, ah, j'ai détecté du bruit, donc je ne défibrille pas. C'est une responsabilité particulière. Hein. Je vous ai dit, la priorité absolue, absolue, absolue dans un DEF, c'est de traiter les fibrillations ventriculaires. Donc, en zone de FV, on n'aime pas trop quand l'appareil dit j'ai détecté de la FV, mais c'est de la fausse SV. Enfin, c'est pas qu'on n'aime pas trop, mais c'est dangereux, quoi. Et il dit, mais non, ça n'est pas une vraie FV parce que mon autre canal est propre et du coup, je ne défibrille pas. Alors, quand je vous dis que c'est dangereux, en fait, ça fonctionne très, très bien. Ça, c'est vraiment un super algorithme pour le coup. Et ça permet vraiment d'éviter les thérapies inappropriées. Alors là, on est sur un DU de télémédecine. Donc le principe quand même, c'est que il dit, voilà, j'ai détecté du bruit, je n'ai pas défibrillé, j'ai inhibé mes thérapies, mais j'envoie une alerte de télémédecine, et cette alerte de télémédecine, il faut la voir, et il faut comprendre que cet algorithme, il est là pour intervenir à la phase initiale de la dysfonction. Plus vous allez attendre, et plus votre sonde va s'abîmer, et plus vous avez de la chance, entre guillemets une malchance, d'avoir aussi du bruit sur le coil de défibrillation parce que toute la sonde va commencer à surdétecter. Mais ce type d'algorithme-là, si vous faites ça plus télémédecine, vous allez pouvoir réduire les thérapies inappropriées sur rupture de sonde de, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais au moins 95%, ce qui est quand même un bénéfice majeur. Voilà. Aujourd'hui, on ne voit pratiquement plus, mais vraiment pratiquement plus, de thérapie inappropriée sur rupture de sonde sur un patient qui a un ABOT grâce à cet algorithme. Encore faut-il que l'algorithme soit programmé et deux, encore faut-il qu'il y ait un service de télémédecine qui assure le suivi et que vous ne traîniez pas trop. Parce que plus vous allez attendre, plus vous avez de la chance d'avoir aussi du bruit, entre guillemets de la chance, sur le canal de discrimination. Quand votre sonde elle est complètement pétée, mais il y a du bruit partout. Si vous avez du bruit partout, et bien là, il va dire il y a une tachycardie dans les deux, et poum, il va traiter. Et donc, voilà. Donc, attendre dans ce cadre-là, ça ne va pas. Je vous montre ça. Ça s'appelle surdétection non soutenue. Voilà, alors ça c'est l'anglais, hein, surdétection ventriculaire non soutenue. Et je vous montre ça, mais vraiment, c'est très. Il suffit d'un tout petit peu de bruit. Vous voyez, là, par exemple, les compteurs, ils s'augmentent très peu, il y a du bruit. Mais déjà, vous allez pouvoir alerter à la phase vraiment très initiale, au tout début de la rupture de sonde. Si vous avez ce type de signaux-là, voilà, ça, c'est pas normal hein, qu'on ait ça. Dès que vous voyez quelque chose comme ça, il faut absolument avoir une explication à ça. L'algorithme vous permet de dire, voilà, si je détecte du bruit, je ne traiterai pas, j'enverrai une alerte de télémédecine, et c'est là où il faut être réactif. Ce n'est pas parce que l'algorithme évite les thérapies qu'on peut se dire, bon, tiens, je vais le laisser vivoter comme ça.
Est-ce que c'est clair? Je vais le laisser vivre avec son algorithme finalement, parce que si vous attendez, au bout d'un moment, la sonde, elle va dysfonctionner de partout et vous allez arriver à la catastrophe et les patients prendront des thérapies inappropriées. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, avant, ça s'appelait bruit sur sonde chez Saint-Jude, cet algorithme. Le Secure Sense, voilà, vous le programmiez et il vous disait, ben voilà, j'ai détecté du bruit sur la sonde parce que ça avait été fait pour ça au départ. Euh, Medtronic et Abbott sont les deux marques qui ont vraiment des algorithmes performants pour les dysfonctions de sonde, pour une raison simple, c'est qu'ils ont eu des problèmes de sonde très médiatisés. Et donc, ils ont eu besoin absolument de trouver. Voilà. Les autres en ont aussi, hein, des problèmes de sonde, ne vous inquiétez pas, mais eux, ça a été tellement médiatisé qu'ils ont eu besoin. Et c'est vrai qu'ils ont apporté voilà, des algorithmes qui aujourd'hui permettent vraiment de réduire le nombre de thérapies inappropriées. Alors, qui se lance sur ce tracé-là? Donc, le canal de détection bipolaire avec ses marqueurs et le canal de discrimination ici. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est là? Est-ce que quelqu'un se sent? Bastien, est-ce que vous êtes là? Ouais, Au hasard, hein. je suis là. Qu'est-ce que vous me dites? Vous voyez là, vous avez les marqueurs ici. Donc les traits, ça veut dire que voilà. Si vous regardez votre tracé, ça c'est le bipolaire. Vous voyez. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Il y a des diagnostics dans le chat. ouais, on surdétecte. Il y a Uber qui aide un peu. Donc vous Surdétecte voyez, vous alors. avez ici, quand vous regardez votre signal, vous avez une alternance entre deux morphologies. Celle-là, là, tac, 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 Et l'autre. et celui-là. C'est clair ça? Ouais. Donc, si on regarde, c'est sur ce canal que se fait cette analyse. Si on regarde, on voit qu'effectivement, il a vu quelque chose là, mais il a vu quelque chose là aussi. Il a vu quelque chose là, et il a vu quelque chose là. Et effectivement, le plus probable, c'est que ça corresponde à l'onde vert et ça, ce soit l'onde de T. Et donc, il y a une surdétection de l'onde de T. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Okay. Il voit manifestement, vous voyez, le canal de discrimination, c'est entre le coil et le boîtier. Ça ressemble un peu plus à un électro. Voilà, c'est plus facile finalement. Voilà. On voit bien le QRS, et là, on voit clairement que ça, c'est l'onde de T. Et bien pourtant, il a vu ça et il a vu ça. Sachant que lui, sa détection, elle se base sur ce canal-là. Maintenant, est-ce qu'il y a une surdétection de l'onde de T dans le canal de discrimination? Est-ce qu'il y a des marqueurs sur l'onde de T? Est-ce qu'il y a un deuxième Non, marqueur ici? Oui, non. non. Lui, ce qu'il voit, le marqueur qui vous montre, c'est effectivement le QRS. Vous êtes d'accord? Donc, l'algorithme SecureSense, il dit quoi? J'ai un diagnostic de tachycardie dans le canal bipolaire. En revanche, je n'ai pas de tachycardie dans le canal de discrimination. J'ai donc une fausse discrimination dans le bipolaire à cause de la surdétection de l'onde de T. J'ai une fausse tachycardie, pardon. C'est clair ça? J'ai un faux diagnostic de tachycardie alors que le patient n'est pas rapide, mais c'est juste parce qu'il surdétecte l'onde de T. Mais je n'ai pas de surdétection de l'onde de T dans le canal de discrimination et donc je ne suis pas rapide dans ce canal. Il y a donc discordance entre les deux canaux et du coup, je ne traite pas la surdétection de l'onde de T. Est-ce que c'est clair? Je dis, c'est une fausse tachycardie et donc je ne traite pas grâce à l'algorithme SecureSense. Ce que je veux vous dire, c'est que cet algorithme, il est formidable parce que pour les surdétections de l'onde de T, si avant, il y avait pas mal de thérapies inappropriées, de choc électrique, d'ATP, délivrées pour la surdétection de l'onde de T. Mais maintenant, pour qu'il fasse un diagnostic de surdétection de l'onde de T avec thérapie, il faut qu'il ait en même temps de la surdétection sur le canal bipolaire et sur le canal de discrimination. Et je vous dis, le canal bipolaire, c'est deux électrodes. Le canal de discrimination, c'est entre le boîtier et le coil. La probabilité que vous ayez la surdétection exactement au même moment de l'onde de T, elle est très faible. Et ça n'arrive pratiquement plus jamais non plus. Donc, quand vous mettez le SecureSense, ben, vous avez presque réglé intégralement le problème des surdétections de l'onde de T et des thérapies inappropriées parce que, vous voyez, il faut, c'est quand même pas de peau si au même moment, sur les mêmes battements, alors que les vecteurs de détection sont complètement différents. Hein. Détecter entre le boîtier et le coil, vous voyez, vous avez un chemin de détection qui est complètement différent de celui en bipolaire. Et donc, voilà, avoir de la surdétection sur les deux canaux en même temps, c'est très improbable. Donc ça, c'est l'autre chose que vous devez
avoir retenu, c'est que dans le fonctionnement, aujourd'hui, vous verrez quand l'algorithme SecureSense est branché, et vraiment, je ne vois aucune raison de ne pas le brancher, hein, mais quand il est branché, vous allez voir apparaître ces marqueurs-là, VS2, et ça vous permet, voilà, c'est très important parce que ça permet d'éviter tout un tas de thérapies inappropriées. Je reviens, hein, quand vous avez une tachycardie, mais vous êtes rapide ici et vous êtes rapide là. Quand vous avez du bruit, vous êtes rapide ici, mais vous n'êtes pas rapide là. Là, c'est un problème de sonde, et là, c'est un problème de surdétection de l'onde T. Voilà. Alors, quand vous avez du 50 Hz, par exemple, quand vous avez du bruit 50 Hz, alors là, par contre, très fréquemment, vous avez à la fois du bruit ici, mais vous avez du bruit aussi. Le canal de discrimination va le voir, le signal 50 Hz. Donc, ça ne vous protège pas contre ça. Parce que là, il va dire, j'ai une tachycardie quand vous avez un signal de 50 Hz qui est détecté, une surdétection, ou du bistouri électrique, par exemple. Si vous faites du bistouri électrique, vous allez avoir du signal rapide ici, mais vous l'aurez ici aussi. Donc, il va dire, c'est rapide là, je traite. Donc, ça ne vous protège pas contre tout. Hein. Ça ne vous protège pas contre le 50 Hz. Ça ne vous protège pas contre le bistouri électrique. Par contre, ça vous protège vraiment à la phase initiale d'une rupture de sonde et ça vous protège aussi pour les surdétections de l'onde T. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Voilà. Il n'y a Mais pas une une fois que vous retenez ce message, c'est pas. Vous dites pas, ma sonde, elle est abîmée, le 50 Hz fait le job, je le laisse repartir dans la nature et puis on verra avec le temps. Ça, c'est sûr que c'est une catastrophe. Si vous n'intervenez pas, ouais, je te rappelle dans 2 minutes. Si vous n'intervenez pas, la situation va se dégrader et vous allez aller à la catastrophe. Est-ce que c'est clair, les amis? Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a Vous pas avez une, un peu... il y a pas une histoire de morphologie aussi sur de pourcentage de morphologie Oui, enfin, pour le bruit, non. non? La discrimination, ça joue pour deux choses, en fait. Ça joue pour ça, ce que je vous ai expliqué, le Secure Sense. Mais ce canal, il sert à autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaye aussi de discriminer est-ce que c'est de la TV ou de la FA, par exemple. D'accord? La FA, vous avez un pourcentage de similitude qui est le même qu'un rythme sinusal, puisque ce sont les mêmes complexes. On est d'accord là-dessus? Ouais. À l'inverse, quand c'est de la TV, vous allez avoir des complexes différents. Et donc là, ce canal-là, il sert aussi à cette discrimination-là. Il sert aussi à dire est-ce que c'est de la FA ou de la TV. Mais ce n'est pas du tout basé sur la même idée, quoi. Le Secure Sense, c'est la comparaison entre ce canal-là et celui-là. La discrimination pour FA, FV, c'est la comparaison entre ce qu'on a en tachycardie versus ce que l'on a en rythme sinusal. C'est autre chose, quoi. Ouais. Mais c'est le même canal. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions, les amis? Non? Il y a Hubert qui en a une sur le chat. Ah. Est-ce que... Alors, quand vous mettez... La sonde Boston, c'est une bipolaire intégrée. Donc, bipolaire intégrée, ça veut dire que l'on détecte entre le bout de sonde et le coil. Normalement, une sonde bipolaire, vous avez 2 électrodes au bout. Mais dans la sonde Boston, il y a une électrode qui manque, et du coup, vous détectez entre le bout de sonde et le coil. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mes mains, mais entre le bout de sonde et le coil. Et donc, vous avez plus de chances, quelque part, de détecter l'onde P, parce que si votre sonde est dans le ventricule, le coil, il est parfois à cheval sur la tricuspide, et des fois, on détecte un peu plus, il y a un peu plus de risque de surdétecter l'onde P avec ce type de sonde-là. Et donc, effectivement, quand on connecte un appareil Saint-Jude avec une sonde Boston, on majore le risque d'avoir de la surdétection de l'onde P. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, là, on a fait Abbott et on a fait Microport, ce qu'on avait en retard. Ce que je vais faire bientôt, là, vous savez, on avait fait des tests sur la FA et l'électrocardiogramme. Bon, et les résultats étaient excellents, hein, vous étiez à 98% de bonnes réponses. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un cours et des vidéos pour aller au-delà, à partir des tracés de montre, hein, pour aller au-delà du tracé FA versus rythme sinusal, c'est-à-dire reconnaître les blocs de branches, reconnaître les TV, reconnaître les PR longs, reconnaître les Wolf, reconnaître plein de choses différentes, beaucoup plus que la FA. Moi, ce que je vais travailler là-dessus, et une fois qu'on aura travaillé là-dessus, j'aimerais que vous suiviez ce cours-là, que je vous fasse ce cours-là, soit par vidéo, je vous dirai où les trouver, soit on fait un cours comme ça,
Et à la fin, j'aimerais qu'on fasse un test pour valider aussi que l'apprentissage a marché. Donc ça, je vous recontacterai très bientôt pour vous dire quand est-ce qu'on fait ça. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, eh bien écoutez, on en reste là et je vous souhaite une bonne journée à tous.